Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce 37e épisode d'un podcast trans. Deux choses que je voudrais ne pas oublier cette fois-ci. Ce podcast fait partie d'un collectif de podcasts qui s'appelle Nouvelles Radios Euphoriques. Et c'est pour ça que notre site il est sur nre.fm. Et qu'il y a tous les épisodes d'un podcast trans, mais il y a aussi les épisodes de nos autres podcasts. Il y a Omelette, Nos Voix Trans, Polycule, et puis voilà, des journaux intimes, des choses comme ça. Et l'autre chose dont je voulais parler, c'est un autre podcast qu'on a presque lancé il y a de ça quelques jours, qui s'appelle Les Chroniques Trans, les chroniques d'un podcast trans, qui est un moyen de retrouver nos chroniques, des nouvelles chroniques, des vieilles chroniques, des fois même des qui sont plus en ligne, pour essayer de farfouiller nos archives et de faire en sorte qu'elles vivent encore et que vous puissiez écouter les vieilles choses qu'on avait à dire il y a des années déjà. Ça fait longtemps qu'on fait ce truc-là. Et voilà, je vais arrêter de parler toute seule et je vais accueillir l'équipe. À côté de moi, il y a Charlie, bonjour. À côté de toi, à l'autre bout de la France, donc. Oui, bonjour, bonsoir. Charlie, pronom il, toujours, ça ne change pas. Et on a aussi Mike. Oui, Mike, toujours pronom elle. Ouais, ça change pas non plus. Je crois que ça va pas changer de sitôt. Et qui est-ce qui est à côté de toi? Qui c'est qui est à côté de moi? Bonjour, donc je suis Abigail. Abby, pronom elle. Yaurana. Bonjour, bienvenue. Qu'est-ce que c'est le dernier mot que tu as utilisé? C'est bonjour. Dans quelle langue? En réo. C'est dans les langues polynésiennes, en l'occurrence c'est du tahitien. D'accord. Okay. La frime d'entrée de jeu, super. T'as vu? Et l'hôtesse ne s'est même pas présentée, si je peux me permettre. Oui, j'étais complètement flustered, overwhelmed, et je vais réussir à parler en français. C'est Jenna, pronom elle, ça devrait pas changer de sitôt non plus. Ouais, je suis complètement sous l'eau, mais j'ai l'impression que c'est une constante. Est-ce que vous avez des choses à nous raconter? Comment se passe votre rentrée? Qui est-ce qui veut commencer? Charlie? Moi je veux commencer. Ah pardon, vas-y. Ah bah vas-y Mika alors. Parce que c'est une rentrée où pour la première fois depuis longtemps je ne suis pas prof. Wouh. Voilà. Foule en délire, ça acclame Mika. Wouh. Je crois que j'en avais parlé la dernière fois qu'on avait enregistré, j'ai un doute. Mais donc j'ai changé de métier. Je vais pas rentrer dans les détails parce que voilà, j'ai envie aussi un petit peu de pas donner tous les détails de ma vie pro à l'antenne. Mais c'est un truc qui colle vraiment bien au fait que je sois autiste. Genre on utilise des logiciels, voilà, c'est un peu l'étoile de la mort, mais ça fonctionne très bien. Bon, je comprends pas quand les gens ils me disent « Oh, mais c'est dur !» Bah non, c'est tout bête. Puis on manipule plein de chiffres, tout ça, c'est bien. Je dis un petit peu en rigolant comme ça, mais c'est un vrai soulagement parce que j'avais vraiment envie de changer de métier. Et donc du coup, quand c'est devenu réalité, là, il y a quelques mois, j'appréhendais un petit peu en me demandant si j'allais être à la hauteur de ce gros défi-là. Et puis là, ça fait 4 semaines et je me dis que c'est la meilleure décision de ces derniers temps. Nice. Donc voilà. C'est super cool. Mais du coup, il y a une question logistique que évidemment tout le monde se pose. La transeignante, elle doit changer de nom? Eh figure-toi que c'est encore la question que je me pose, voilà. Mais j'attends de voir si j'ai 2-3 missions de formation à droite à gauche pour prétendre que je peux encore le garder sous le coude. Non, mais pour t'appeler la transformatrice. C'est obligatoire. Si tu fais de la formation, tu dois t'appeler la transformatrice, Mick. C'est-à-dire que depuis toutes ces années, on est passé à côté de ce jeu de mots-là. Il était juste là. Merci Charlie. Si jamais j'ai des missions dans une paire de mois, je penserai à toi.
Et ça me fait juste penser que ça fait des années que je fais de la formation et que je m'appelle pas non plus le transformateur, mais qu'est-ce qu'on fait? Oh là là. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a de ça, Ouais, faut qu'on mette ça sur le coup de nos burn-out, je pense. Ah là là. il y a de ça quelques mois, j'ai passé un entretien d'embauche pour bosser dans une entreprise qui moule des lavabos pour genre les hôpitaux, les écoles, c'est les grands lavabos en une seule pièce avec 3-4 vasques. Et j'aurais pu être appelée la transformeuse. Oh là là. Faire les formes du truc et j'ai pas été prise. Aïe aïe aïe. Félicitations. Oui, c'est trop bien. Ça a l'air de bien t'aller. Ah, complètement. Et puis ça me fait reprendre des études aussi. Du coup, c'est une sorte d'alternance. Donc là, là, j'entame un cycle en tant qu'étudiante, entre guillemets. Ouais. Voilà. Et puis je vais reprendre mon poste dans une paire de mois et voilà, comme ça. Voilà, moi j'ai fini. D'accord. Qui est-ce qui veut prendre le relais? Bah, je me disais que c'était bien si Abby prenait le relais, parce que comme ça te fait pas parler après pendant 25 minutes de toi, puis de ton sujet, comme tu nous as apporté un super sujet du jour. Oh, c'est gentil. D'accord. Du coup, je me présente. Je suis Abigail. Moi, je suis enseignante-chercheuse. Je suis mycologue. Je travaille sur les champignons, mais en informatique, dans une université. Donc, j'étudie l'évolution des champignons. Et en programmant des trucs et en étudiant des séquences. Pour moi, étudier les champignons, mais en informatique, ça me fait penser à Mario Bros, en fait. Excellent. Oui. Alors, non, c'est en pas ça. l'occurrence, non, parce que d'autant que ces champignons-là, on les voit pas, ils sont microscopiques. Peut-être qu'un jour, je pourrais en parler sur le podcast. Mais donc là, pour la rentrée, j'entame ma dernière année de contrat sur ce contrat-là. Et indépendamment du boulot, je pense que le plus important pour la rentrée, c'est que là, je suis en train de rentrer dans la dernière ligne droite, dans une période de préparation pour une grosse chirurgie qui sera dans 8 semaines. Donc c'est essentiellement ça aujourd'hui mon quotidien. Voilà. Bravo aussi. Merci. Autrement, je suis... donc on a donné nos pronoms déjà tout à l'heure. Donc je suis une femme, je suis une femme trans, je suis une femme polyamoureuse. Je suis à côté d'une de mes chéries qui s'appelle Nique et qui est géniale. Et je suis océanienne. Donc je suis issue d'une famille vietnamienne qui a émigré en Océanie il y a 3 générations, et j'ai grandi dans une communauté polynésienne. Ce qui se connectera avec le sujet que je vous apporte ce soir. Super teasing. Je suis très enthousiaste qu'on soit là maintenant à 50% d'ascendance vietnamienne dans ce podcast. Oui. Voilà. D'ailleurs, on en parlait un petit peu avant de commencer à enregistrer, mais Abigail, effectivement, c'est mon nom occidental, c'est le nom qu'on donne aux ors. Concrètement, moi, je m'appelle Mai. Mai, c'est le cerisier, c'est la fleur de cerisier. Et c'est le nom de ma grand-mère, de ma banoï. Voilà, je pense que... Super. Cool. Un maximum de vocabulaire au passage. Ouais. Oui, trop bien. Je suis très contente que tu viennes. Merci. Moi, je voulais détailler ma rentrée. Détailler. Je vais aller très vite. Je vais essayer d'aller très vite parce qu'il y a plein de trucs. Et en fait, j'ai commencé ma rentrée fin août et j'ai enchaîné 2 dates de stand-up, alors que ça faisait 1 an que j'en avais pas fait. Je me suis rendu compte en arrivant sur scène à quel point ça m'avait manqué. Je voulais pas descendre, je voulais pas rendre le micro. Et puis, il y avait la marche des fiertés, début septembre, dans la campagne où j'habite maintenant avec Pau. Et pour le lancement de la marche des fiertés, on m'a demandé de participer au discours de l'asso locale dans laquelle je milite. Et du coup, j'ai fait une partie de ce discours-là et c'était super cool aussi. Et puis juste après, on a enchaîné avec les mouvements sociaux du 10 septembre, 18 septembre et bloquons tout. Et
et comme les gens qui militent ici sont tous super cool, bah, j'ai eu envie de m'impliquer aussi. Et c'est un piège, ça prend du temps. Et du coup, voilà, je me suis impliquée dans les mouvements et tout. Et puis on s'est rendu compte que bah c'est cool, mais c'est quand même ça sent le patriarcat, tu vois, enfin le militantisme de gauche et tout. Donc avec un groupe de meufs, on a aussi monté un groupe féministe qui a hijack l'Assemblée générale de la semaine dernière, et on a fait une prise de parole féministe. On avait mis une semaine à l'écrire et on a fait un très beau discours en toute modestie, qui a été applaudi à la fin par l'AG. Et du coup, on a un enregistrement et on va en faire un podcast et tout. Qui sera sur NRE aussi. On sait pas encore sur quelle chaîne, mais voilà. Et puis du coup, les féministes locales, elles sont remontées. On va monter une asso, probablement une de plus. et il faut que je souffle dans un sac en papier bientôt là. Parce que c'est pas tout. Demain soir, il y a la librairie féministe locale qui fait venir Elie Hervé, l'auteur du livre Transphobia. Et donc bah, c'est moi qui leur ai dit voilà, il passe à Nantes, peut-être vous pouvez l'inviter et tout. Et puis de fil en aiguille, en fait, bah, c'est devenu un peu. Enfin, c'est moi qui organise cette soirée et c'est moi qui vais la présenter et c'est moi qui fais l'interview publique avec l'auteur. Et c'est super cool, mais ça voulait dire il fallait que je lise le livre. Donc je l'ai lu en accéléré pendant une semaine. Ça faisait 1 an que j'avais pas lu un livre en papier. Et donc je suis un petit peu tendue pour demain, mais je sais que ça va bien se passer parce que c'est un mec adorable. Elie Hervé, c'est quelqu'un qui a déjà fait des interviews de moi dans la presse, c'est comme ça que je le connaissais. Et puis tout ça a coïncidé, les astres se sont alignés pour me prendre tout le temps disponible. Et après 1 an et demi de chômage, donc j'ai trouvé du travail et j'ai commencé ce matin. Un temps plein dans une maroquinerie. Et ce qui veut dire que j'arrête le travail administratif et je travaille avec mes petits doigts pour manipuler du cuir. Et c'est un gros changement et je suis à la fois très enthousiaste mais stressée d'avance à l'idée de passer de 0 heure à 35 heures dans ma semaine consacrée à autre chose, consacrée à dehors de ma maison. Et ça, ce serait déjà largement suffisant pour se préparer à un burn-out. Mais pour vous expliquer à quel point mon burn-out est inéluctable, les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules. Et ça fait des mois et des mois que je prépare un dossier et que j'essaye à tout prix d'arriver à rentrer à l'université pour un diplôme universitaire de généalogie. Et j'étais en liste d'attente et j'ai été prise la semaine dernière. La rentrée, c'était la semaine dernière et j'ai été prévenue 1 semaine après la rentrée. Donc je commence cette année avec 1 semaine de retard sur les cours. Et donc je n'ai plus de temps pour dormir. Parce qu'il faut que je rattrape les cours aussi. Donc ce burn-out, je pense clairement on peut dire que je suis en... Comment on dit ? En préchauffage. Le four est en préchauffage. Je suis en cuisson déjà. Et je sais pas comment cette année va se continuer et tout. Il y a que des trucs qui me plaisent là-dedans. Mais soit je vais faire des choix, soit il y a des trucs qui vont tomber d'eux-mêmes. Et j'espère que c'est pas moi. Voilà. Et je peux pas plaindre, c'est que des trucs cool. Voilà, et hop, il y avait la rentrée de mon fils aussi. C'était sa première rentrée, il est en maternelle, il a 3 ans. Et voilà, c'était trop cool d'accompagner ce bout de chou à la maternelle. Et il était trop fier et trop content. Et voilà. Trop mignon. Ah, tout ça, Jenna. Ben voilà, j'avais pas de sujet, mais je savais que juste donner mon actu, on y passait 1/4 d'heure. Non, on y a passé 5 minutes 30 pour être précis. C'est tout à fait raisonnable. Sans respirer, c'est pas mal. Belle performance d'apnée. Oh, j'ai découvert un truc grâce à l'Apple Watch. C'est que mes pulsations cardiaques au repos sont vachement plus basses que la moyenne. T'es à combien ? Et genre entre 40 et 50.
Oh waouh, c'est très Et bien. les trucs de génétique 23andMe me disent avec ma, avec ma génétique, j'aurais dû faire de l'endurance ou des trucs comme ça. Après, j'aime pas courir du tout, mais que j'ai la bonne, la composition musculaire pour, ou je sais pas quel était le mot, mais Non, une mais prédisposition. et puis faire du tir à l'arc avec un rythme cardiaque aussi bas, c'est un sport extrêmement pertinent, si je puis me permettre. Ah, pas con. Mais oui, il y avait ça, il y avait la rentrée du tir à l'arc aussi. Et ça s'est très bien passé. Mais j'ai perdu tous mes muscles en 2 mois Hmm. de vacances et j'ai fait 3 volets, j'avais mal partout. Bah écoute, Voilà. j'espère que tu vas pouvoir dormir 10 heures par nuit dans les 3 semaines qui viennent et que ça Bah, va aller, hein. j'espère, mais le travail, il faut y être à 7h50. Ah Et d'habitude, c'est une heure où je dors encore, oui, hein. pendant plusieurs heures. Donc il va falloir me coucher très tôt. Hmm, hmm. Ah, voilà. Je vais rendre l'antenne et laisser parler. Et est-ce qu'on passerait pas la main à Abby maintenant? Mhm. Moi, j'ai pas fait mon... Mais non, pardon. Mais oui. Non, c'est à Charlie d'abord. Non, mais c'est pas grave, je comprends, vous avez fait tellement d'OPA transfun dernièrement dans le podcast que vous avez oublié qu'il y avait des transmasques aussi, c'est ok, hein. Ouais, c'est ça. On l'a fait juste après l'épisode sur les héros transmasques. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, on n'est pas prêt de faire une OPA transmasque en tout cas sur ce podcast, ça c'est... Il va falloir recruter. Hein. Ouais. Vous êtes deux, hein, c'est largement. Il y a de quoi faire un chouette épisode déjà. Juste Louis et moi. 2 et demi, à peau. Ah bah voilà, très bien. Mais oui. Bah voilà, parfait. Et puis on retourne chercher Malé au fond des cartons, et puis voilà, comme Dans ça ses on peut... archives. Ouais, carrément. Non, et puis en plus je me plains, mais j'ai pas tant de choses à dire que ça. J'ai aussi eu une rentrée assez chargée. Les vacances étaient vraiment très agréables, mais du coup, bah, comme d'habitude, de faire la rentrée ensuite, c'est désagréable. Et pourtant, j'aime ce que je fais, hein, je passe un bon moment de manière globale. Et, Mhm. et là, en ce moment, j'ai des gros objectifs sportifs, toujours. Et du coup, là, je couple ma reprise académique et professionnelle avec une grosse intensité sportive en ce moment où je cours 4 fois par semaine. La semaine dernière, enfin, la semaine qui vient de passer, là, j'ai couru 50 km sur la semaine. Oh wow. Voilà, parce que je prépare un petit semi-marathon pour tout vous dire. Mhm. Et c'est super, ça se passe très bien. Et pour l'instant, je ne me blesse pas, ce qui est vraiment bah, ma peur principale avec un tel volume d'entraînement. Donc je touche du Ouais. bois et je continue de boire 5 litres d'eau par jour et de m'étirer, de me masser régulièrement pour prendre soin de mon corps. Voilà, c'est principalement ça qui se passe. Je suis tellement impressionnée. Euh, Est-ce que tu as un objectif de fin pour ta thèse? Oh waouh, bah j'ai un financement qui se finit dans 2 ans maintenant, donc c'est C'est une bonne deadline, ouais. c'est un premier objectif quoi, mais enfin, moi j'aimerais dans mes rêves les plus fous, je réussis à faire une thèse en 3 ans et comme ça c'est fait, et c'est bon et je peux passer à autre chose ensuite. Ouais. Dans mon domaine, dans mon laboratoire, ce n'est jamais arrivé. Ok. La thèse la plus rapide qui a été soutenue par quelqu'un de mon labo a été soutenue en 4 ans et 2 mois. Donc avec 3 ans de financement, bah tu n'es pas au bout. Et donc là, j'ai mes objectifs pour cette année, je m'en tiens à ça. Et donc cette année, je vais faire beaucoup d'entretiens normalement. Je vais rencontrer pas mal de monde en visio et j'aimerais aussi en organiser en présentiel. À Lyon, me déplacer et aller faire ça pour finir de faire toute ma récolte de matière à traiter. Parce que donc là, je suis sur la fin du traitement du Canti. Donc après, faire le Cali, faire le traitement du Cali. Et avoir tout ça traité pour la fin d'année, ce serait optimal pour pouvoir bah, me concentrer sur de la rédaction et du rangement et de la rédaction en 3e année, quoi. Ouais. Voilà, et j'ai très bien respecté mon planning de D1, donc j'espère que ce sera le cas aussi sur les D2, mais je sais aussi que les entretiens et le temps que ça prend et la logistique que ça demande sont
plus imprévisible et plus exigeant aussi. Donc, à voir comment j'arrive à gérer ça. Je suis très impressionnée par tous ces gens qui ont des diplômes. Et j'aborde cette reprise universitaire avec beaucoup d'anxiété. D'ailleurs, est-ce que je peux me permettre de te souhaiter un très bon courage pour ta 3e année? Une bonne chance. Merci d'avance. Tu vas en avoir besoin. Je pense fort à toi. C'est gentil, merci. Mais On franchement, dirait une menace en même temps, mais ouais. Ouais, bah toujours. Hein. Mais c'est un peu un genre de rituel, ouais. J'avoue que pour l'instant, je vis tout très bien et je suis très content d'être là et je suis aussi très content de la façon dont pour l'instant j'arrive à le gérer en termes de temps que ça me prend dans ma vie, d'espace que ça prend dans ma vie et de me dire que jamais dans ma vie professionnelle j'ai laissé, en tout cas j'ai toujours essayé de faire en sorte que ça ne prenne jamais le pas sur mes occupations associatives ou sociales ou relationnelles et bah, je me suis dit que ça serait pas plus le cas avec une thèse, enfin qu'il n'y avait pas de raison que ce soit plus le cas avec une thèse donc je fais pas partie des gens qui aiment se bouffer au travail, ça fait pas partie de mon idéologie, donc ça n'arrivera pas, a priori, voilà. C'est très bien. Disons qu'il ne devrait pas y avoir raison. Ouais. Malheureusement, la thèse fonctionne pas comme ça, mais bien sûr. C'est pas normal. Bon courage. Et puis on se revoit à la fin quand tu me diras que t'as envie d'étrangler tout le monde et que oui, voilà. et que t'en peux plus et que après ça de mauvais augure. Ça arrive périodiquement et notamment ça arrive quand je dois utiliser des logiciels d'ordre de mission. Oui, bah oui. Voilà, des choses comme ça qui me donnent vraiment envie de juste aller brûler des serveurs, quoi. Tout à l'heure, Mike a dit on fait des logiciels un peu compliqués et puis genre on est toute la journée. Oui. J'étais en mode je pourrais tuer quelqu'un. Ah non mais enfin, le logiciel sur lequel donc je travaille le plus, c'est une catastrophe en termes d'UI. Je pense que quelqu'un s'est dit qu'est-ce que je peux faire pour emmerder au maximum l'utilisateur ou l'utilisatrice. Et une fois qu'il a terminé son travail, quelqu'un est passé derrière et a dit non, c'est pas encore assez compliqué. Attends, je vais te montrer. C'est hallucinant. Toutes les personnes à qui j'ai montré ça, en particulier celles qui ont un petit peu une culture professionnelle de l'UI, de l'UX, elles pleurent des larmes de sang. Et surtout, à côté de ça, il faut surtout pas oublier ta petite enveloppe de facture. Sinon, ça marche pas. Ouais, pour justifier les dépenses. La dernière fois, je me suis juste pas fait rembourser parce que je comprenais pas où il fallait déposer ces putins de trucs et du coup, je les ai juste pas déposés. J'étais en mode, c'est quoi? Pour 3 repas, vas-y, c'est bon. C'est pas grave. Ouais. Bref. C'est comme ça que le système gagne. Je travaillais en alternance entre la France et le Mexique pendant ma thèse. Ok. Je te raconte pas les ordres de mission et les missions quand il fallait convertir les pesos en euros en tenant compte de la date de la dépense par rapport à la date de l'encaissement. Bah oui, évidemment. Bah oui. Je sais pas, moi ça a été mon métier de gérer ça pour quelqu'un d'autre, si tu veux, et qui était à mi-chemin entre le Brésil et la France. Ouais. Et, la beauté de quand t'es... il faut pouvoir déléguer, quoi. Quand t'es enseignant de-chercheur ou que t'es en thèse, ou enfin quand t'as quoi que ce soit à voir avec tout ça, c'est que tu fais ton travail, qui est censé te prendre un temps plein, et à côté de ça, tu fais un autre travail d'administration qui te prend bien 10 heures par semaine, quoi. Donc ça rend un peu zinzin, parce que toutes les semaines, tu te dis « Ah, qu'est-ce que j'ai fait de mon mardi ?» De l'administratif. Après, 10 heures par semaine, c'est avant le maître de conf, quand même. T'as la manière de l'encourager, je trouve, c'est fou. Est-ce que tu essayes de nous plomber Charlie? J'adore ce que je fais. Sinon, moi, on est prié de laisser Charlie dans l'état où on l'a trouvé, s'il vous plaît. Il y en a un dans ce podcast, d'accord, qui a fait un burn-out il y a 3 ans et qui depuis va bien, donc laissez-le tranquille. Je vais raconter une histoire alors, ce sera plus sympa. Tout à fait, voilà. Passons à ça. Bien. On va plutôt faire ça, ouais. Le micro est à toi. Vas-y. Moi, comme sujet ce soir, j'avais envie essentiellement de vous parler un petit peu de mythologie et de raconter une histoire, en fait.
Il se trouve que avant que je quitte mon pays et que je vienne en métropole, pendant un certain nombre d'années, j'étais dans une association là-bas. Et on s'occupait Déjà, on faisait financer des livres jeunesse qu'on donnait aux enfants. Et on racontait des histoires. On s'assurait qu'on conservait bien la transmission de la culture orale. On racontait un certain nombre de contes, on racontait des mythologies issues des différentes cultures qui composent notre communauté. À savoir, ça veut dire sud-est asiatique et Océanie essentiellement. Et donc j'avais pour habitude de raconter des histoires qui me tiennent à cœur, que j'ai apprises quand j'étais enfant, notamment issues du Vietnam, mais aussi issues de la Polynésie française. La Polynésie. Et donc aujourd'hui, c'est ça que j'aimerais faire. Cependant, en y pensant, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de m'approprier le récit, puisqu'après tout, raconter, c'est ça. Et je voulais vous parler d'un personnage qui me tient à cœur depuis très longtemps, parce que je m'identifie particulièrement à elle, en tout cas dans ma manière d'interpréter l'histoire. Et si on en a le temps, ce serait très intéressant que je puisse, de cette manière, switcher sur un sujet un peu plus social, un peu plus historique, et vous parler d'identité de genre en Polynésie. Et pourquoi pas même de mon expérience en tant que Mahu, de début de transition en Polynésie versus ce que j'ai connu ici, en métropole. Voilà. Bon, on verra, ça se trouve, ça pourrait faire un deuxième épisode, ça va dépendre de... Sinon, vous me dites et ça ferait un deuxième épisode, tout à fait. Ouais. Disons que l'histoire, là, va pouvoir montrer à quel point est-ce que depuis très longtemps, le concept du genre n'est pas quelque chose qui s'est construit de la même manière qu'en Occident. Pas du tout. La personnage que je vais vous présenter, moi, je la décris et je l'interprète. Et c'est pour ça que je dis que je me l'approprie, c'est que je la décris et je l'interprète comme étant une meuf trans, lesbienne, TDAH. Voilà. C'est vachement spécifique. C'est Quelle vachement part de spécifique. projection il y a là-dedans? Probablement 50 à 60%, je sais pas. Ok. Ok. Donc, des histoires, je pourrais en raconter énormément. Notamment, une histoire que j'avais eu envie de raconter, c'était l'histoire de Hina, mais j'aurais pas le temps aujourd'hui, qui est un personnage féministe. C'est vraiment une histoire féministe qui serait très intéressante à vous raconter. Je voulais juste faire un résumé rapide. Moi, je la vois comme une femme lesbienne qui se laisse pas faire. Et dans les différents contes de Hina, on a Hina qui refuse de marier l'homme qu'on lui a contraint, que son père lui a obligé à marier, qui se fabrique une épée, décapite le gars, plante sa tête dans le sol, ensuite fabrique un bateau et va vivre sur la lune pour fonder son propre marae, quoi. Donc il devient la reine de son propre peuple. Et c'est pour ça qu'on voit un visage de femme sur la lune, c'est Hina. Voilà. Le personnage dont je vais vous parler plus en détail aujourd'hui s'appelle Taaroa, et c'est un peu une entité ancestrale, c'est le dieu ou la déesse, et je la décrirais comme une déesse, j'ai tendance à la genrer au féminin, de la Genèse, qui est à l'origine de tout. C'est parti. Donc, asseyez-vous autour de moi et écoutez-moi, parce que j'ai quelque chose d'important à vous raconter. C'est comme ça qu'on commence toujours. Allons-y, on s'assoit. Imaginez un temps ancien, tellement ancien que vous ne seriez pas capable de concevoir à quel point il est ancien. Je vais vous raconter la genèse de la mythologie polynésienne. À cette époque-là, il n'y avait rien à l'exception d'un océan immense et infini, obscur, qui s'étendait dans toutes les directions. C'est la vision qu'on aura du cosmos et de l'espace. Quand vous levez les yeux au ciel et que vous regardez, c'est noir. C'est l'obscurité infinie. Et en Polynésie, on voyait ça comme étant l'océan. Un océan d'eau salée qui s'étendait dans toutes les directions sur une distance infinie. Au milieu de cet océan, si on cherche bien, on peut trouver un œuf gigantesque. Et cet œuf, on l'appelle Rumia, parce que Rumia, ça veut dire qui bascule, qui tombe, enfin qui roule. Et cet œuf roule dans un mouvement perpétuel, il est dans l'espace.
Donc il tourne sans jamais s'arrêter. Et donc on l'appelle Rumiya. Et dans cet œuf, on trouve Ta'aroa. Donc, Ta'aroa, c'est une entité primordiale qui n'a été créée par rien et qui existe par elle-même. Et Ta'aroa, elle possède toutes les propriétés, toutes les caractéristiques qu'on retrouvera dans ses créations futures. Ta'aroa, elle peut être décrite comme une femme qui a un pénis, et c'est aussi une femme qui a des plumes, et c'est une femme qui a des écailles, et c'est une femme dont les cheveux sont faits de varech. Juste petite parenthèse, une meuf trans à plumes, personnellement, j'aimerais bien la rencontrer. Donc, Ta'aroa, le problème, c'est que elle a vécu dans cet œuf pendant une éternité. Elle a vécu seule dans l'obscurité de cet œuf pendant une éternité. Et elle s'ennuie. Et elle ressent un profond sentiment d'isolation et un sentiment de solitude. Et elle a envie de mettre un terme à ce sentiment de solitude. Et pour ça, elle brise son œuf en deux et elle sort. Et à l'extérieur, avec effroi, elle se rend compte que, en fait, en dehors de l'obscurité de son œuf, il y a l'obscurité et le froid éternel de l'espace, du cosmos. Et ce cosmos, cet espace, on l'appelle le Po. Po, ça veut dire la nuit. C'est le noir et ça veut aussi dire la mort. C'est vraiment cette image de la froideur et de l'enfer, l'espace et l'océan. Quand vous nagez au large et que vous regardez sous vos pieds, c'est tout noir et vous savez pas ce qu'il y a en dessous. Et donc elle est dans ce pot. Et ça crée chez elle un profond sentiment de détresse. Et finalement, la mythologie polynésienne, elle va naître à partir de ce trauma. Et la Genèse polynésienne va naître de la manière qu'aura Ta'aroa de réussir à guérir de ce trauma. Et pour ça, Ta'aroa, elle va commencer à se mettre en mouvement et elle va commencer une espèce de fuite en avant, de folie créatrice qui ne s'arrêtera jamais, pour essayer d'échapper à l'isolation, à l'obscurité et au silence. Le problème, c'est aussi que Ta'aroa aura tendance à ne jamais réussir à s'arrêter de créer. Et donc, elle va avoir tendance à se lasser de ses créations pour passer à autre chose. Et vous verrez, au fur et à mesure que je vous raconterai l'histoire, qu'elle mettra toujours des systèmes, des garde-fous, des automatisations pour que ce qu'elle a déjà créé puisse être entretenu sans qu'elle ait besoin de s'en soucier pour pouvoir passer à autre chose. Mhm. Donc là, je pense que vous avez l'aspect meuf trans et l'aspect TDAH. Il n'y a pas encore l'aspect lesbienne, ça arrivera plus tard. Mhm. Pour l'instant, elle est toute seule. Donc, Ta'aroa commence son travail et elle va briser la moitié de son œuf en petits morceaux pour faire le sol. Et elle va poser l'autre moitié de son œuf pour faire le ciel. Donc, un espèce de dôme duquel elle va chasser l'océan. Elle va chasser le pot. Et c'est là qu'on vit aujourd'hui, sous ce dôme. Ce dôme qui tourne dans un mouvement perpétuel. C'est pour ça que si vous levez la tête au ciel, vous avez l'impression que vous tournez sur vous-même en regardant les étoiles défiler. Ta'aroa va vouloir décorer sa création et donc elle va utiliser ses plumes pour faire des oiseaux, elle va utiliser ses écailles pour faire des poissons, elle va utiliser ses cheveux pour faire des feuilles et des algues, elle va utiliser son sang pour faire des nuages. Et elle va créer un immense jardin. Le problème, c'est qu'elle va se rendre compte avec effroi que lorsqu'elle se désintéresse de cette création pour essayer de passer à autre chose ailleurs, cette création dépérit, elle se flétrit et elle meurt. Parce que la seule chose qui soit permanente, c'est Ta'aroa. Et donc elle se dit qu'il faut qu'elle crée d'autres divinités pour entretenir sa création. Et elle va donner son mana. Donc le mana, c'est la force divine. On en a tous en nous aujourd'hui du mana. C'est ce que vous assimileriez à une âme. C'est en fait ce pouvoir qui nous permet d'interagir et de changer l'environnement dans lequel on évolue. Et Ta'aroa en a énormément, c'est pour ça qu'elle est capable de créer le monde. Et elle va pouvoir transmettre une partie de son mana à sa création. Et c'est comme ça qu'elle va créer les 3 premières divinités. Rumiya, le ciel, qui est une divinité qu'on a tendance à genrer au masculin. Paparaharaha, c'est le sol, c'est une femme. Et Tumunui, c'est le volcan. Et ces 3 divinités vont avoir pour rôle d'entretenir et d'étendre la création de Ta'aroa. Et donc Ta'aroa se désintéresse de sa création et va essayer de faire autre chose. Et elle se rend compte avec effroi que si elle arrête
de transmettre son mana au monde, malgré l'existence de ces divinités, le monde se flétrit et meurt. Parce que la seule chose qui soit permanente, c'est Ta'aroa. Et donc elle va reprendre son travail et elle va créer les divinités du ciel. Et donc elle va insuffler son mana aux divinités du ciel et elle va leur donner l'ordre de percer des trous dans le ciel, donc dans ce dôme, de se pencher sur ces trous pour cracher le mana dans le monde, pour pouvoir entretenir le monde. Et c'est pour ça que quand vous levez la tête au ciel, vous voyez des étoiles. En fait, c'est le mana qui sont en train de cracher par-dessus les trous qui font de la lumière. On en reviendra d'ailleurs à ces divinités du ciel. Et à nouveau, Ta'aroa se désintéresse de sa création et part ailleurs pour créer autre chose. Et elle se rend compte avec effroi que le mana que les divinités du ciel transmettent sur le monde ne peut pas être utilisé pour entretenir le monde. Et donc Ta'aroa reprend son travail. Parce qu'elle se rend compte que la seule chose qui soit permanente, c'est Ta'aroa et que le monde se flétrit. Et donc, elle va créer les divinités du sol. Et c'est comme ça que Ta'aroa va utiliser la terre glaise pour former la première femme, qui s'appelle Hinitetama. Et Hinitetama va se marier avec Ta'ane, qui est un dieu du ciel, et ensemble ils vont avoir leurs premiers enfants, c'est l'espèce humaine. Et le rôle de l'espèce humaine, c'est d'entretenir la terre et de faire de l'agriculture pour entretenir le monde, et c'est de fabriquer des bateaux pour naviguer et trouver de nouvelles îles, de manière à pouvoir faire de l'agriculture et les entretenir. Et on verra plus tard, si j'ai le temps d'en discuter, que socialement, ça c'est très important, parce que ça définit la structure sociale avec certains individus qui sont dédiés à l'agriculture et certains individus qui sont dédiés à la navigation. Étant un concept très binaire, typiquement les hommes et les femmes. Ce qui laissera une troisième groupe de personnes qui ne font ni l'un ni l'autre, qui sont les Mahou. On en parlera juste après. Et donc j'ai presque fini sur cette histoire-là, mais malheureusement, les êtres humains commencent à faire de l'agriculture. Ils plantent le manioc, ils plantent le taro, ils plantent l'igname, et ça ne pousse pas. Ça ne pousse pas parce qu'il n'y a pas de lumière dans le monde. Et donc il faut que Ta'aroa crée le soleil. Et pour ce faire... Pardon, j'ai été interrompu. T'as été un Mickey ? J'ai été interrompu par Mickey. Moi, je connais l'histoire et j'aime tellement cette histoire. Voilà, pardon, vas-y, je t'en prie. Pour ce faire, Ta'aroa est dans le ciel et elle voit les déesses qu'elle a créées penchées au-dessus des trous, cambrées au-dessus des trous du ciel en train de cracher le mana. Et elle tombe tellement amoureuse et ça l'excite tellement qu'elle éjacule le soleil. C'est comme ça que Aatea, qui est une déesse, la déesse soleil, naît. Petite parenthèse, j'aurai pas le temps d'en parler, mais Aatea est une déesse qui devient un homme plus tard. Donc Aatea, mec trans, dans la mythologie polynésienne. Et donc on en arrive au dernier moment de notre histoire, on est dans le deuxième ère. Maintenant, on a un soleil, et Ta'aroa donne l'ordre au soleil, tous les jours, de passer par un trou pour aller éclairer les cultures avant de repartir dans le ciel. Vous m'entendez toujours ? Ça va ? Il s'est passé... De toute façon, j'ai fini mon histoire. Il s'est passé quelque chose sur mon ordinateur. Ouais, Le son a changé. Le micro a changé. Oui, en fait, il a déconnecté ton micro. Est-ce que c'est pas le casque qui a plus de batterie ? Ah, je sais pas. Il a dit quelque chose, le casque ? Non, il a fait 3 Ok. bips. Écoute, tant que ton enregistrement local continue, c'est pas grave. Exact, Ok. j'ai mon téléphone là. Ouais. Par contre, est-ce que vous On va avez se un retour reposer sur une l'ordinateur de Mickey ? Parce que du coup, je Non. suis... On n'a pas d'écho là, enfin d'aucune Non, d'entre non, vous. Donc je peux enlever ça alors. On Je continue. pense que le casque s'est éteint parce qu'il n'y a plus de batterie. Oui. On l'a Ouais. chargé, mais voilà. Ok. C'est pas grave. De toute façon, j'ai fini cette histoire-là. D'accord. Je l'ai fini vraiment au moment où mon casque a rendu là. On a vu, il y a eu un espèce de glitch qui s'est créé. C'était un peu une intervention divine qui vous a fait brièvement freeze. Vous avez repris mouvement et on a eu l'impression qu'il y avait eu un décalage de 25 minutes de votre côté. Alors qu'il s'est juste passé une demi-seconde, c'était assez lunaire comme situation. Je sais Ouais, pas si tu c'est as eu le comme même si on ressenti que avait- Jenna, mais c'était... Ouais. J'ai dû froisser Ta'aroa. Peut-être j'ai dit quelque chose.
Elle a fait une faille temporelle Ouais, quand t'as elle a commencé fait à parler quelque de chose. lesbianisme. Elle a dit tu dévoiles trop de secrets sur moi, j'aime pas l'ambiance. Attention, tu laisses mes éjaculations Mais tranquilles. c'est ça, où tu m'as out comme ça dans un podcast. C'est chaud quand même, t'as outé une déesse. J'ai outé une déesse. Voilà. Et donc, ce qu'on comprend au travers de ces histoires, donc je n'ai raconté une seule. Évidemment, j'ai pris des libertés, hein, comme je disais, c'est ça, raconter une histoire. Il y a l'histoire d'Atea, il va y avoir l'histoire d'Initama. C'est que la notion de genre est assez particulière en Polynésie par rapport à ce qu'on trouvera en Occident. Et donc, ça apporte la notion de Mahu. Et le terme Mahu, c'est un terme qui a beaucoup changé avec les époques, en particulier avec ce qu'on appelle le contact, donc c'est l'arrivée des missionnaires et la christianisation. C'est un terme qui ne voulait pas dire la même chose avant contact et aujourd'hui. Il se trouve qu'à l'époque de l'arrivée des évangélistes, c'est un terme qui est devenu très péjoratif et qui a beaucoup été perdu parce que vilipendé et ouais, de toute façon, on est sur YouTube, mais je veux dire, ça aurait été un synonyme de PD, en fait. C'était un terme péjoratif pour décrire une personne homosexuelle. Ouais. Mais ça a été le sens qui a été donné par les Occidentaux post-contact. Pendant très longtemps, c'est un terme du coup qu'on n'a plus utilisé, et c'est un terme dont on se réapproprie le sens seulement très récemment, depuis les années 90-2000. Donc c'est ma vie, en fait, en lui donnant un sens moderne. C'est-à-dire en lui associant la notion de transidentité, et souvent il est perçu comme étant un synonyme de l'ombrélaterme trans, incluant tout le spectre, les personnes qui sont binaires, les personnes qui ne sont pas binaires. C'est vraiment le concept moderne qu'on pourrait caractériser d'occidental d'ailleurs aussi, hein, mais du concept de trans. Et donc une personne Mahu aujourd'hui, si moi je me dis Mahu, souvent ce sera perçu de cette manière-là, c'est que je suis une personne trans. Et donc je suis une Mahu Hine, dans le sens je suis une femme trans. Cependant, initialement ça n'avait pas vraiment ce sens-là, parce que la notion de genre, elle était fluide en Océanie. Et alors c'est une société qui était très binaire, dans le sens où on considérait quand même les Hine et les Tane, donc les hommes et les femmes et les hommes. Et c'est une société qui était construite de manière à donner des tâches très spécifiques aux Hine et aux Tane, donc aux femmes et aux hommes. Pour autant, il y avait une vraie compréhension qu'on ne retrouvera pas vraiment en Occident, que le genre est un concept fluide. Et que un certain nombre de personnes, et c'est normal, dans le groupe, ne correspondra pas à ces cases-là. Et donc tout ce spectre-là, qui est une identité qui vraiment, il faut comprendre ça comme une identité non binaire, c'est comme ça qu'elle était perçue à l'époque, c'est les Mahu. Alors bien entendu, certainement qu'à l'époque, ça englobait, parce que l'identité humaine n'a pas changé fondamentalement en soi, ça englobait des personnes qui étaient plutôt masques, des personnes qui étaient plutôt femmes, des personnes qui étaient non-binary, mais en tout cas c'est un terme qui désignait vraiment une part de la communauté qui n'était ni des Hine, ni des Tane. Juste petite parenthèse avant de finir là-dessus, et de parler vraiment des Mahu à l'époque, c'est que, encore aujourd'hui d'ailleurs, moi le terme Mahu, je le comprends vraiment comme, quand je l'utilise pour moi, comme meuf trans. C'est un terme qui est binaire, mais c'est parce qu'il me correspond. Il y a beaucoup de tensions dans les communautés LGBTI en ce moment, aujourd'hui, en Océanie, en Polynésie, justement, parce que certains considèrent que on a occidentalisé le terme Mahu en en faisant le mot trans, qui malheureusement dans nos communautés souvent se concentre sur la binarité homme-femme, homme et femme trans, et donc oublie le sens originel qui est que en fait c'était non-binaire. Voilà. Donc il peut y avoir des polémiques aussi autour de ce terme aujourd'hui. À ce niveau-là, donc les Mahu à l'époque, ce qui est important de comprendre, comme je disais, c'est que vu que c'est une société très binarisée, très binaire, les hommes, leur boulot, c'est de pêcher et de naviguer. Les femmes, elles n'ont pas le droit de mettre le pied sur un bateau. Et donc, c'est les hommes qui vont découvrir de nouvelles îles
Ça aussi, c'est un sujet qu'on pourrait aborder un jour, d'ailleurs, c'est comment est-ce qu'on fait pour naviguer dans l'océan Pacifique de nuit, alors que c'est quelque chose d'absolument gigantesque. C'est très intéressant. Mais je vais essayer de pas commencer à infodumper sur ça et rester sur mon sujet, qui est que... Merci. Qui est que les hommes naviguent et trouvent de nouvelles îles où on peut faire de l'agriculture, et les femmes font de l'agriculture et cuisinent la nourriture. De manière générale, on va considérer les choses comme ça. Ok. Les Mahou, qui ne sont ni des hommes ni des femmes, bah, ils peuvent pas faire ni l'un ni l'autre. Et entre cette image qu'elles ont dans la mythologie de quasi-divinité, parce qu'elles ont un caractère divin, elles sont non scindées. Pardon, je genre au féminin parce que je pense à moi en disant ça, hein, mais elles sont non scindées, elles ont les propriétés autant masculines que féminines. Elles sont de l'essence de Ta'aroa, donc on leur prête une certaine divinité aux Mahou. Mhm. Entre ça et entre le fait qu'elles peuvent pas être au champ et qu'elles peuvent pas être en mer, et que du coup elles sont au village avec les enfants, les Mahou ont très très vite eu le rôle de prof, en fait. C'est-à-dire que c'était les Mahou qui enseignaient aux enfants des autres. Ok. C'était les Mahou qui avaient la connaissance du coup. Bah voilà, j'ai presque fini, je vois que j'ai la petite cloche. C'était les Mahou qui enseignaient la culture religieuse, l'éducation religieuse. C'était les Mahou qui enseignaient l'agriculture qu'il ou liel ne pouvait pas faire. C'était les Mahou qui enseignaient la navigation. Et c'était les Mahou qui étaient chargés d'entretenir le marae. Donc le marae, c'est le lieu de culte. C'est une zone qui souvent est taboue pour le reste de la population. Le reste de la population n'a pas le droit d'y aller. Sauf les Mahou. C'est-à-dire sauf les mecs trans, les femmes trans, les personnes non-binary. Et ça, c'est quelque chose qui est très resté inscrit dans la culture et dans la vision des gens aujourd'hui. Même si c'est pas explicite, la notion de transidentité n'est pas quelque chose de vilipendé ou de tabou ou de mauvaise dans nos sociétés océaniennes. Ça veut pas dire partout, hein. Il y a tout type de communauté, bien entendu. Ouais. Et tout simplement parce que même si ces choses-là ne sont pas nécessairement connues, ça a été transmis que les Mahou ont un rôle important au sein de la société. J'aime beaucoup l'idée d'ailleurs que je vous ai parlé de l'association dans laquelle je travaillais. Je suis prof, je fais de la biologie, j'ai travaillé en agro pendant un certain temps. J'aime beaucoup l'idée d'être une Mahou au sens traditionnel du terme. Et donc je finirai là-dessus, ces deux lignes. L'idée que ça, je l'ai vécu, cette différence de perception. J'ai fait le début de transition là-bas. Puis ensuite, j'ai été obligé, à cause disons de détails politiques, j'ai été obligé d'émigrer en France. Et j'ai vraiment vécu mon début de transition, l'époque où je me faisais encore beaucoup cloquer. Autant le système médical était le même, parce que c'est le système médical français, et on a la même violence au travers des médecins, qu'on soit là-bas ou qu'on soit ici. Par contre, au sein de la société, au sein de la population dans la rue, j'ai jamais vécu la violence gratuite, en fait, et anonyme de la rue là-bas. C'est quelque chose dont j'étais complètement naïve. J'ai pu m'outer très tôt, même avant de commencer à prendre des hormones, et j'ai pu m'habiller comme je l'entendais très tôt, même avant de prendre des hormones, sans avoir absolument aucun problème dans la rue là-bas. En étant jamais, voire très rarement mégenré. Et à l'instant où je suis venu ici, j'ai commencé à me faire agresser, j'ai commencé à me faire insulter, j'ai commencé à me faire maltraiter au travail. Celles et ceux ici qui me connaissent les bails. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui transparaît aujourd'hui dans la société et que, en tout cas, j'associe et j'interprète comme étant issu de l'éducation, comme étant issu de ces cultures mythologiques ancestrales. Ouais. En fait, t'es arrivé en étant trans, mais t'es arrivé trans et racisé aussi. Hein. Je suis arrivé trans, racisé et homosexuel. Ouais. Voilà. Oui, totalement. Alors, c'est un autre sujet, hein, mais on en parle souvent. Dans le polycule, j'ai une autre chérie aussi qui est une femme trans racisée, mais d'une autre ethnicité, d'une autre communauté. Et je suis racisé, je vis beaucoup de racisme, mais c'est le racisme qu'on réserve aux Asiatiques et aux Océaniens. C'est plus une espèce de paternalisme et d'exotisation. C'est rarement de la violence. Voilà. À l'inverse de ce que vit ma chérie, par exemple. Ouais. Voilà.
vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et j'ai l'impression que j'ai tellement accaparé la parole qu'on n'a pas discuté finalement. Mais il n'est pas trop tard. Mais mais on est voilà. encore. Enfin, moi, je suis encore là sous les vagues de l'histoire et de la façon dont. C'est la très très belle façon dont tu la racontes par cycle et c'était très agréable à écouter. On s'est Donc, entendu à un moment donné avec Jenna sans se parler, mais enfin, moi ça m'a fait l'effet. J'adore les conteuses. Je trouve que c'est un talent extraordinaire de savoir raconter bien des histoires et de savoir les raconter euh, à la manière de conteuse. Moi je sais raconter des histoires en jeu de rôle ou des choses comme ça, mais pas comme tu l'as fait là et comme j'avais déjà entendu des personnes le faire avant. Et ce moment où tu réalises pas vraiment que t'es rentré dans l'histoire et qu'en fait il y a cette petite phrase qui revient. euh, de la déesse qui réalise qu'elle est la seule chose absolue, etc. Ça m'a fait immédiatement des petits frissons dans la nuque quand tu l'as dit la deuxième fois, je crois, parce que j'ai réalisé à quel point on était déjà dedans et à quel point c'était immersif et bien fait. Et j'ai vu Jenna sourire exactement au même moment que moi. Et je pense qu'on a eu une entente à ce moment-là en mode oh, we are locked in. Genre. C'était très très beau, très bien raconté. Tu as remercié les gens de t'avoir écouté, mais en fait, moi j'ai surtout le sentiment on a tous ici envie de te remercier de nous avoir infodumpé, de nous avoir raconté ça comme ça. C'est une déformation professionnelle. Ouais, c'est au-delà de l'infodump en fait. C'était une performance. C'est très très agréable. Et j'ai failli ne pas réussir à me concentrer sur ce que tu étais en train de dire parce qu'à côté il y avait Mike qui te regardait. J'ai vu, j'ai vu. En fait, se retenir de rire, c'était une des parties les plus difficiles pour moi parce que j'avais vraiment envie de me moquer gentiment de toi, Mike, et d'être en mode mais comment c'est possible d'être une énorme canne à ce point-là. Je féminise le canard habituel pour te dire que tu es une énorme canne, Mike, et que vraiment, il n'y a pas à être autant en mode. Alors, quand même, tu as perçu la qualité donc, et de l'histoire et de la manière de la raconter. Maintenant, imagine ça au cours d'un date. Et voilà. Non, mais bien sûr. Ah, c'est fatal. Ah bah ça fonctionne, hein, tout de suite, il y a quelque chose. Quoi. Je sais plus quelle histoire j'ai raconté au premier date, mais il y avait un truc, effectivement. C'est ça. Bah, il y avait le soleil. Hein. Et tu m'as beaucoup parlé justement des marauds et du rôle culturel traditionnel. Et à l'époque, ça m'avait beaucoup marqué. Alors, pas seulement dans ta manière de le raconter, mais justement, l'idée de se dire, en fait, il y a des parties du monde où non seulement en tant que personne trans, on n'est pas culturellement considéré comme des parias, mais en plus on est considéré comme des semi-divinités. Le changement de paradigme est quand même assez énorme. Ah là là, mais oui. Ouais, et surtout quand t'as grandi avec une transphobie intériorisée énorme qui est vraiment la conséquence de la manière de percevoir des personnes trans et de les décrire dans la société française, dans les sociétés occidentales, te dire ouais, mais en fait, il y a des contextes dans lesquels certaines personnes ont pu grandir où c'est pas du tout ce regard-là et cette manière d'être considéré. C'est ouais, ça remet un petit peu les idées dans une autre perspective, en tout cas. Imagine la symbolique de se dire que en Europe, en Occident, cette transphobie a essentiellement pour origine la religion et l'ecclésia, donc l'autorité religieuse, et que là-bas, fut un temps, c'est plus le cas aujourd'hui, mais que là-bas, fut un temps, les personnes trans, c'était les seules qui avaient le droit de rentrer dans l'église. Oui. C'était elle, l'autorité religieuse. Les autres étaient interdits à l'église, c'était pas leur place. Ouais. Ah, c'est pas la même planète. Oh. Merci infiniment. Avec plaisir. La prochaine fois, on expliquera pourquoi est-ce qu'il y a un visage de femme sur la Lune. Avec joie. Avec grand plaisir. Et si jamais il y a un sujet... touché 3-4 sujets là comme ça. S'il y a un sujet sur la Lune qui se fait à un moment donné, j'aurai des choses à dire. Il n'y a pas de souci. On fait trop bien. On fait un épisode Lune en commun, aucun problème.
quand vous Oh, voulez. cool. Que Charlie, tu voudras parler du lapin sur la Lune? Oui. Non, je voulais juste parler des océans sur la Lune, moi, à la base, mais je pourrais vous lire tous les poèmes que j'ai déjà écrits sur la Lune. Vous parler de cette fois où j'ai été invité spécialement pour une soirée de lecture où le thème c'était la Lune et la mer et où il y avait exclusivement des personnes queer à cette soirée alors que c'était pas fait exprès de base, mais il y avait que des homosexuels et des trans. On était tous en mode vous aussi vous avez des mover issues? Yes. Ça se. Non, mais je crois que c'est vendu. On va faire un épisode, on appellera Viser la Lune, ça me fait pas peur. Et Exactement. voilà, et ce sera Et ce sera super. rendez-vous Alors- est pris. Programmons ça. Mais je pense que c'est bien. Enfin, franchement, si tu reviens sur d'autres épisodes et qu'on fait des petites bribes comme ça d'histoire et de morceaux de culture et d'explications sociopolitiques, enfin de tout ce que tu veux, je trouve que c'est toujours hyper intéressant de toute façon. Et je pense que c'est des petits segments qui peuvent beaucoup plaire aussi à nos 70 auditorices mensuels. Enfin voilà. Petit ou grand segment, hein, c'est pas. Voilà. Oui. On mesure pas. C'est pas la taille qui compte. Tout ça, voilà. Mais en plus, mon sujet, il est finalement relativement lié à celui qu'on vient d'avoir parce que c'est aussi quelque chose qui est très centré autour d'une histoire de voyage. Moi, je voulais parler d'un animé que j'ai commencé à regarder en début d'année, qui s'appelle Freerun. Le nom Freerun, en fait, est le nom du personnage principal. Mais je l'écourte un petit peu parce qu'en fait, c'est Freerun Beyond the Journey's End. Je dis pas de bêtises. Donc, en français, au-delà de la fin du voyage, au-delà de la fin de l'aventure. Et on a commencé à regarder ça avec une de mes chéries en se demandant un peu ce qu'on allait regarder un soir. On a lancé le premier épisode et donc, comme sur d'autres œuvres dont on a pu parler, j'ai surtout pas envie de spoiler les gens. Donc je vais me limiter vraiment aux premières minutes du premier épisode qui pose vraiment le cadre. Et je vous invite à le regarder ensuite parce que vraiment c'est une œuvre magnifique. Au départ, avant d'être une série animée, c'est un manga papier qui a été publié à partir de 2020. Et donc son adaptation a commencé, on a une première saison. Et le tout premier épisode de la première saison commence de cette manière-là. On voit un groupe de 4 aventuriers, dont Freerun, qui est une elfe et qui est une magicienne. On voit un groupe de 4 aventuriers revenir au château, au royaume dont ils sont partis 10 ans auparavant, et revenir en ayant victorieusement achevé leur quête, tué le roi des démons, et donc ils viennent célébrer leur victoire et être récompensés par le roi. Et puis, passer ces célébrations, alors au cours de la célébration, il y a des météores qui passent, des étoiles filantes qui passent, donc c'est un événement récurrent. C'est un événement qui se produit tous les 50 ans. Et Freerun dit à ses compagnons, qui sont 2 humains et un nain, elle leur dit la prochaine fois que ça passe, dans 50 ans, je vous emmènerai voir ça dans un autre endroit d'où on le voit beaucoup mieux. Et elle part. Et les gens ont l'air très étonnés, très surpris, et notamment les humains du groupe, pour qui, en fait, 50 ans, ça va les amener proche de la fin de leur vie. Et je vais pas raconter plus loin l'épisode, mais c'est à partir de ce moment-là, en tout cas dans les minutes qui suivent, qu'on va s'apercevoir que Freerun, en fait, elle a une perception du temps qui est pas la même parce que c'est une elfe et qu'elle peut vivre largement plus d'un millénaire. Mais je me rappelle d'avoir regardé l'épisode avec ma chérie et de me dire, mais elle serait pas un peu autiste? Parce qu'on la voit faire un certain nombre de choses, se comporter d'une certaine manière, et tout de suite, tu sais, des fois on se reconnaît un peu, où on reconnaît les représentations
voilà, qu'on voit régulièrement dans la communauté. Et plus l'épisode avançait, plus on voyait ce personnage faire des choses. Et plus à un moment, elle serait pas un peu autiste. Non, enfin, elle est totalement autiste en fait. Pareil, sans spoiler sur les épisodes qui viennent, l'histoire de dire au-delà de la fin du voyage, au-delà de la fin de l'aventure, c'est vraiment en fait le titre le plus exact de cette série parce qu'on va vraiment voir ce qui se passe une fois qu'une quête est terminée, que deviennent les héros, que souhaitent-ils, c'est quoi leur motivation, qu'est-ce qui va les travailler. Et quelque chose qui va suivre ce personnage de Frieren pendant toute cette première saison, c'est une volonté de sa part de faire quelque chose qu'elle n'a pas fait pendant les au moins 500 premières années de sa vie, qui est de s'intéresser à la vie des gens qui sont autour d'elle, à la vie des humains, et à essayer de comprendre pourquoi parfois ils ont des réactions qu'elle ne comprend pas et qu'elle n'arrive pas à interpréter, où elle se dit là je pense peut-être j'ai fait quelque chose de mal, mais je ne sais pas ce que j'ai fait de mal, donc là je vais consacrer une partie de mon temps, une partie de ma vie à mieux comprendre pourquoi les gens font certaines choses et c'est quoi mon rôle là-dedans. Et alors c'est une série qui va donc montrer des voyages, des rencontres avec d'autres compagnons. Il y a des moments qui sont hyper contemplatifs et alors graphiquement c'est magnifique, c'est vraiment très très beau. Au niveau de la bande son, c'est magnifique aussi. Et il y a vraiment des fois sur un épisode, il va y avoir la moitié de l'épisode qui a un rythme très posé, très doux, où on va avoir des petits flashbacks, des moments où vraiment il y a une contemplation de paysages, enfin voilà, mais c'est jamais ennuyeux. C'est à aucun moment on se dit waouh, c'est long, faudrait qu'on passe à autre chose. T'as juste envie de te fondre dans cette image-là et de profiter aussi. Et puis il y a des moments d'action, il y a des moments qui sont au contraire extrêmement rapides où on réalise que Frieren, si son nom est connu, c'est pas par hasard. On voit aussi cet univers qu'on nous a surtout présenté par le biais de l'aventure passée. On s'aperçoit qu'en fait, dans le présent, il y a beaucoup de résonance du passé, des actes des compagnons, d'armes de Frieren, et puis des choses qui sont peut-être inachevées. Et vraiment, sur 25 épisodes ou 28 épisodes, j'ai un doute, 28 épisodes je crois, il y a cette alternance de rythme, mais qui, voilà, c'est jamais ennuyeux. Je me rappelle donc moi après avoir découvert la série avec une de mes chéries, c'est devenu notre série de quand on se retrouvait avec Nathanaël, avec mon chéri. Et donc on se faisait autant d'épisodes qu'on pouvait regarder sur des fois un week-end ou un petit séjour ensemble. Et puis ensuite on allait reprendre des fois 2-3 mois après. Et on s'était on s'était accordé sur le fait que ni l'un ni l'autre ne regardait la série sans l'autre. Et donc, il y avait cette espèce d'envie de se retrouver parce qu'on voulait se retrouver, et ce petit truc de et on va pouvoir continuer Freerun. Et vraiment, la série en elle-même, elle est magique. Elle est vraiment. Je veux dire, j'aurais regardé cette série toute seule, j'aurais été autant transportée, mais il y avait en plus ce lien avec ma vie personnelle et ma vie amoureuse surtout. À tel point que le générique de fin de l'épisode, qui est une chanson vraiment très très belle, je l'ai écouté un peu par hasard, il est tombé dans une playlist random, et ça m'a foutu une espèce de grosse montée émotionnelle, parce que la série est riche en émotions, mais aussi parce que il y avait, ça me faisait très très fortement penser à une personne qui n'est pas assez souvent à proximité immédiate de mes câlins. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur Freerun ?
Ça y est, j'ai pensé à quelqu'un et du coup mon cerveau ne fonctionne plus qu'à moitié. C'est trop grave. Mais si, ce que je peux te dire de plus sur Freerun, c'est vraiment, je vous recommande de regarder cette série, de la regarder peut-être un jour où il pleut et où vous entendez la pluie qui tape sur le toit. Où vous pouvez vous faire une tisane ou voilà quelque chose. Vous pouvez vous mettre dans un petit cocon en fait, vraiment. Un petit plaid, une tisane, une ambiance comme ça où on sait qu'on va pas mettre le nez dehors et l'ambiance de la série est totalement raccord avec ça. C'est vraiment limite tu regardes la série, tu sens les odeurs de pétrichor, tu sens c'est une expérience. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que les personnes, est-ce que vous aviez déjà entendu parler de la série, les autres ou... J'en ai parlé littéralement hier soir avec mon coloc et ma meilleure amie qui a commencé à la regarder aujourd'hui et qui m'a envoyé un message pour me dire que c'était trop nostalgique et qu'elle passait son temps à pleurer devant et que du coup elle n'allait pas pouvoir le regarder tout de suite. Totalement. Ok. Mais moi ça m'a un peu donné envie de regarder parce que j'ai pas du tout regardé la série, mais je la connais par énormément de fanarts qui circulent sur internet et qui sont souvent des beaux fanarts. Et du coup, ça donne un peu envie d'aller regarder plus de l'original, je trouve. Ok. La série est belle, elle est graphiquement, elle est belle, émotionnellement, elle est belle dans sa narration, enfin, voilà, quand je dis que c'est contemplatif et que tu t'ennuies pas, je veux dire, moi, je me connais assez pour savoir que je peux pas toujours être dans la contemplation. Il y a des fois, j'ai des phases comme ça et d'autres où pas du tout. Et là, c'est tellement le bon dosage, la bonne manière de le faire, et puis la belle manière vraiment esthétiquement. Enfin, je veux dire, je ressens un peu la même chose en regardant cette série qu'en allant regarder des monuments ou des objets Art Nouveau. Voilà, et j'en ai peut-être pas beaucoup parlé ici sur ce podcast, il faudra que je parle un jour d'Art Nouveau. Mais voilà, pour moi, c'est l'esthétique avec un grand E. Et ça, alors que ça n'a pas grand-chose à voir hein, graphiquement, mais j'ai eu cette même sensation de mais qu'est-ce que c'est beau et qu'est-ce que j'ai envie de continuer à regarder et qu'est-ce que j'ai hâte d'être à début janvier 2026 pour la 2e saison. Bah, tu me le vends bien. J'ai envie d'en voir plus. Freerun, c'est une elfe, non? Oui, c'est une elfe. C'est eux qui sont à l'origine de l'art nouveau. Ah oui. Si on a l'impression que c'est fait par des elfes, c'est de l'art nouveau. Si on a l'impression que c'est fait par des nains, c'est de l'art déco. Voilà. Et ça marche. On a littéralement eu cette réflexion en allant à Liège cet été avec mon chéri. Il y avait un théâtre avec une façade art déco. On a regardé le truc et on fait ouais, on dirait que c'est fait par des nains. Hein. Et ensuite on regarde art déco. Non mais ça marche. C'est vrai et en même temps parfois c'est tellement subtil et il y a des parce que moi j'ai essayé de faire l'exercice en faisant ça. Est-ce que c'est des nains ou est-ce que c'est des elfes en allant au Quai d'Orsay au musée d'Orsay pour la première fois. Mm-hmm. Et je me suis planté tellement de fois. Notamment parce que j'avais vraiment en tête les dernières œuvres naines qu'on peut voir dans la série du Seigneur des Anneaux et qui sont parfois très très fines en fait, qui sont bien plus fines que d'autres choses naniques qu'on peut voir plus tard ou dans d'autres œuvres ou quoi que ce soit. Et du coup, c'est comme si c'était pas binaire, tu veux dire. Exactement. Et du coup, ça m'a fait phaser parce que normalement c'est une série sur une époque où les rapports entre les nains et les elfes sont très distendus, etc., etc. Et il y en a quasiment pas et machin. Et pourtant, il y a cette inspiration et il y a cette confusion. Et bref. Et surtout que si tu es allé à Orsay, dans toute l'aile qui est consacrée à l'art nouveau, donc au mouvement art nouveau, tu as des choses qui viennent des 4 coins de l'Europe et notamment si tu vas sur l'art nouveau de l'Europe du Nord, on a quelque chose qui est plus qui prend ses racines plus
notamment dans la mythologie nordique, et qui va être plus massif, plus c'est moins les grandes les grandes courbes plantes, très fines qu'on va avoir, les végétaux qui s'enroulent un peu autour et pourtant c'est de l'art nouveau. Mais évidemment le mouvement c'est de l'art nouveau non binaire. C'est ça, puis il a pris des formes extrêmement différentes, mais il y a des éléments, quand tu connais, il y a des éléments que tu peux identifier. La gare d'Harlem, par exemple, je ne savais pas que c'était une gare Art Nouveau. Je suis passée une fois devant quand je suis allée à Harlem, et tout à coup, c'était évident. Je me dis, mais c'est de l'art nouveau, ça. Et évidemment, en cherchant, ok, 1904-1906, t'as toutes les informations. Oui, bien sûr, c'est ça. Mais justement, parce que j'y connais pas grand-chose, moi, mais est-ce que justement c'est protéiforme parce que ce qui caractérise l'art nouveau, c'est d'exister en réponse, enfin, en réaction à ce qui existait avant, en prenant des inspirations diverses, comme chez nous, c'est plutôt, il y a beaucoup d'inspirations avec le Japon, etc. ça, mais Ou est-ce que c'est vraiment un mouvement esthétique? il y avait surtout l'idée d'aller vers quand même de puiser l'inspiration dans la nature à une époque où tout à coup c'est plutôt le boom de la technologie et c'est plutôt ça qui est la contradiction. C'est plutôt une réponse à l'urbanisation et à l'époque entre autres. Oui. À l'époque industrielle. Ça y est, on est parti de Freerun et on vit sur l'art nouveau. Je suis désolée pour le sujet. C'est la tangente qui m'a perdu. Ça y est, j'étais en train de partir à nouveau dans l'espace là. Mais c'est bien, on n'a jamais fini de faire des épisodes. On aura toujours des centres d'intérêt à partager. Oui. Je me demande à quoi ça ressemblera quand on enregistrera à l'EHPAD. Mon Dieu. On le fera juste avec des porte-voix pour les autres habitants. Ça serait un peu drôle. On a fini pour ce soir? Est-ce qu'on a terminé? Moi, en tout cas, j'ai terminé. Eh ben, je vais en profiter pour passer 2 petits messages qui nous ont été passés sur le compte Mastodon d'un podcast trans. Le premier, c'est l'association Because qui nous envoie un message pour nous rappeler que demain, c'est la journée internationale de la bisexualité. Alors, c'est vrai pour nous qui enregistrons aujourd'hui, ce sera pas vrai pour vous qui l'écoutez, parce que il va probablement se passer quelques jours avant que vous puissiez écouter cet épisode. Mais donc, pour vous, il y a quelques jours, c'était la journée internationale de la bisexualité. Et Bravo les peut-être trans que certaines d'entre vous sont bi, après tout. Voilà. Mike vient de lever la main silencieusement. Hello, I'm bi. Voilà. Et moi aussi, on est 2. Voilà. Et puis on a un autre message qui est très mignon de Pandora qui dit juste pour dire à ma Calista chérie que je suis heureuse de l'avoir s'installer chez moi d'ici à la fin de l'année. Et voilà, j'aime bien regarder le feuilleton des histoires qui se font dans les timelines du podcast. Je trouve ça trop mignon. On commence à faire des dédicaces comme à la D17 là. Vous aussi, faites passer votre message à l'être aimé sur un podcast trans. Nous passons tous vos messages en fin d'émission. Envoyez-nous des messages. Une déclaration à faire, une rupture à annoncer, un baptême, un mariage, un enterrement. On passe le message pour vous. J'ajoute que ces messages-là, ils peuvent être des messages audio. Vous pouvez nous envoyer des voicemails, des trucs comme ça. Ça pourrait être vraiment rigolo. Pitié. Je veux que ça. Je veux que quelqu'un qui nous dit bon, du coup, voilà, c'est pour dire à Peter que je le trompe depuis. Exceptionnel. C'est un podcast trans, c'est la libre antenne. Mais oui, évidemment. Probablement une des raisons qui m'attire au micro, c'est
ces heures de radio de quand j'étais petite. Ouais, je crois qu'on a écouté les mêmes. Hein. Si quelqu'un envoie un enregistrement, j'annonce, si quelqu'un envoie un enregistrement anonyme, ce que vous voulez, annonçant en live à quelqu'un qu'elle le trompe, je fais un segment sur la tromperie dans le podcast. J'ai beaucoup de choses à dire. Écoute, si c'est le cas, je m'engage à envoyer un cadeau à la personne qui a été trompée aussi, voilà. Donc vous nous envoyez un vocal pour annoncer que vous avez trompé quelqu'un et vous nous envoyez ses identifiants Mastodon pour qu'on puisse contacter la personne et lui envoyer un petit geste de soutien, voilà. La taguer et tout. La taguer dans l'épisode. Quelle cruauté. C'est horrible. Spécial dédicace à Caroline. Oh là là. Aïe aïe aïe. Tout ça pour faire de l'audience. Terrible. Il faut qu'on commence à être un peu agressif dans le marketing et qu'on fasse des titres en mode il la trompe. Voilà. Vous ne devinerez jamais avec qui écouter jusqu'à la 50e minute du podcast. Je pense qu'on doit bien avoir une moitié de notre auditorat au moins qui est polyamoureux et qui... il peut toujours y avoir tromperie en polyamour. J'allais dire, l'un n'empêche pas l'autre. Ne grille pas le sujet de Charlie. Ah là là. Et puis il reste l'autre moitié du public. Tu n'es pas encore convaincu par le polyamour, tu veux dire? J'allais dire celle qui est Arrow c'est pas en relation ou... Ah là là. Eh ben, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Merci beaucoup Charlie, Mike, merci beaucoup Abby d'être venu nous raconter cette très belle histoire. Et il y a Po qui vient de m'apporter une tasse de thé, je trouve ça trop mignon. Merci beaucoup Po d'être venu te joindre à nous pour ce bout d'épisode. Le petit rire en arrière-plan. C'est la tasse de thé de la fin. C'est le message qui dit qu'il faut qu'on arrête. Parlez de nous et de nos délires autour de vous. Partagez nos épisodes. Laissez-nous des messages, envoyez-nous des messages bizarres et allez nous voir sur nre.fm et laissez des messages. Et voilà, on a terminé. Bonne soirée, bonne journée, bonnes vacances, bonne semaine. Bisous. Bisous. Longue vie et prospérité. Nana. Générique qui est de plus en plus personnalisé, je trouve. Seulement sur les épisodes thématiques. Peut-être que là on va trouver une idée. Et puis il faut ça prend quelques heures de montage à chaque fois pour faire 15 secondes de générique. Mais tu aimes ça. Bah je sais bien, mais c'est une drogue.